C'est la dernière de la série. Elle s'intitule « La décentralisation sectorielle ». William Tchoki, bonjour. Bonjour, Asiongaba. Vous nous ramenez ce matin M. Sylvain Bokor, qui est professeur agrégé d'économie. Absolument. Je crois que la série continue. Je crois qu'on finit avec la mobilisation des ressources au niveau des communes. Aujourd'hui, nous allons beaucoup plus parler de la décentralisation sectorielle. Alors, j'allais demander à notre invité, c'est quoi la décentralisation sectorielle? Qu'est-ce que ce thème-là enferme en lui? Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu encore ce matin. Et il faut d'abord qu'on explique que la décentralisation en général doit suivre un principe qu'on appelle le principe de la subsidiarité. Et le principe de la subsidiarité, ça veut dire quoi? Que les compétences qui relèvent naturellement de l'État central doivent rester au niveau de l'État central. Donc, par exemple, la défense, la sécurité intérieure, les affaires étrangères, etc. Mais toutes les autres compétences, c'est-à-dire les compétences sectorielles, par exemple, donc l'éducation, la santé, l'hydraulique, sont des compétences qui sont transférables. Et à la longue, pour pouvoir mieux réussir la décentralisation, ce sont des compétences qui doivent être transférées. Et pourquoi c'est important? C'est important parce que la décentralisation, ce que nous voulons atteindre comme objectif, c'est de pouvoir fournir les services dont les populations ont besoin à la base pour améliorer leur bien-être quotidien. Et donc, pour ce faire, il faut pouvoir équiper, n'est-ce pas, et donner les pouvoirs et aussi les ressources surtout, parce que nous sommes en train de parler de mobilisation de ressources. Donc, et surtout les ressources aux collectivités pour pouvoir fournir ces services à un coût plus bas, c'est-à-dire de façon plus efficace. Parce que nous n'allons pas réussir la décentralisation si nous continuons à créer par exemple des écoles, à gérer les unités de santé au même coût que ce que l'État faisait. C'est ça la différence. Alors, donc, et pour que ceci puisse se faire, il faut un certain nombre de précautions aussi. Donc, lesquelles? Voilà. Tout d'abord, l'expérience d'autres pays nous ont montré ceci. Il faut évidemment préparer les collectivités à recevoir ces compétences. Donc, ça prend du temps. On ne se lève pas du jour au lendemain et dit, voilà, nous allons transférer tout le secteur de l'éducation aux collectivités locales. Mais cela est faisable. Et quand la préparation est bien faite, c'est-à-dire que vous équipez ces collectivités avec les capacités des ressources humaines capables de pouvoir mettre en œuvre les compétences dans ces secteurs, vous restructurez donc, et ça demande une restructuration aussi du budget, même du budget de l'État. C'est ce qu'on appelle la traduction budgétaire de la politique de la décentralisation sectorielle. Alors, donc, il faudra que si l'État décide de poursuivre cette politique, il faudrait par exemple que le budget, prenons l'éducation par exemple, comme un exemple. Le budget, si vous regardez le budget du ministère de l'Éducation aujourd'hui, c'est très clair que les ressources sont centralisées au niveau de chaque, disons, branche de l'éducation, primaire, secondaire, etc. Supérieure. Si l'État décide aujourd'hui de décentraliser, par exemple, l'enseignement primaire. Alors, ce qu'il faut, c'est que dans le budget du ministère de l'enseignement primaire, il faudra créer ce qu'on appelle les unités fonctionnelles, c'est-à-dire des comptes, si vous voulez, pour chaque commune. Donc, chacune des 77 communes doit pouvoir se voir créer une unité fonctionnelle au niveau du budget donc, du ministère. Et au sein de cette unité fonctionnelle, les comptes économiques, c'est-à-dire les lignes budgétaires, n'est-ce pas, des activités telles que, disons, les salaires des enseignants, l'entretien des bâtiments, les livres et matériels didactiques, etc., etc. Tout, vous allez voir dans chaque unité fonctionnelle de chaque commune, donc, ces lignes budgétaires
n'est-ce pas, qui vont être reflétés dans le budget du ministère. Et là, on dira que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la gestion de ces lignes budgétaires doit alors se faire au niveau de la collectivité. Okay. Maintenant, si cela se fait, ça ne peut pas se faire sans un mécanisme de suivi technique et financier. Alors aujourd'hui, si je prends par exemple le cas du Bénin, où l'État a quand même rendu gratuite, comment dirais-je, l'école primaire, est-ce que, vu un peu tout ce que l'État fait, construire les salles de classe, équiper les salles de classe, est-ce qu'aujourd'hui, on est sûr que nos collectivités locales peuvent faire face à toutes ces dépenses? Si vous parlez de votre unité... Ah ben voilà, parce que ce que je suis en train de dire, l'expérience qui a été faite ailleurs, par exemple au Mali, par exemple en Ouganda, par exemple au Rwanda, c'est que lorsque l'État prend cette décision, ce n'est plus l'État qui va construire les salles de classe. C'est beaucoup plus maintenant les localités. Ce serait, voilà, les collectivités locales même. Et pourquoi ça peut être une meilleure tournure de la décentralisation? Parce que les collectivités sont plus en mesure de déterminer à un moment donné qu'effectivement, il y a besoin de salles de classe, et de deux, où est-ce qu'il faut implanter la salle de classe? Où est-ce qu'il faut implanter l'école? Parce que si la décision se fait à partir de Porto-Novo, de Cotonou, etc., ça peut ne pas être la meilleure décision en termes de besoins et à ce moment précis, et en termes de l'endroit où l'école devrait être implantée. Donc, c'est des décisions locales, n'est-ce pas? Si l'État transfère la compétence, cette décision-là devient des décisions locales. Alors, les ressources doivent suivre ces compétences pour faciliter la mise en application de la politique. Mais au Bénin, nous n'en sommes pas encore à cette étape. Alors, comment alors rendre de façon opérationnelle cette décentralisation sectorielle, si je prends par exemple le cas de l'éducation? Voilà. Au primaire. Voilà. Surtout, ouais. Je sais que le Bénin, je ne dirais pas que nous n'en sommes pas là exactement. Je sais qu'il y a déjà eu une étude, un programme qu'on appelle ProEduc, financé par la GIZ, ensemble avec le ministère de l'enseignement primaire, qui ont déjà mené des études pour voir dans quelle mesure ce que je suis en train de la décentralisation sectorielle dans l'éducation primaire pourrait se faire. Bon, je ne sais pas où ils en sont avec les décisions. Je sais aussi que d'autres secteurs feront l'objet de ces genres d'études de faisabilité. La santé, par exemple, l'agriculture, par exemple, dans un futur prochain. Je sais qu'il y a donc un mouvement maintenant au Bénin vers la décentralisation sectorielle. Mais la santé, c'est quand même un secteur très délicat. Est-ce que l'État va accepter de remettre tout aux collectivités locales? Quand on voit un peu la complexité... Effectivement, et c'est pourquoi il doit y avoir des études de faisabilité, et c'est pourquoi la chose ne peut pas se faire du jour au lendemain. C'est-à-dire que, aussi bien que la santé que l'éducation, c'est des secteurs sociaux, donc il y a des portions qui peuvent être transférées et il y a des portions qui ne peuvent pas être transférées parce que les compétences ne sont pas là au niveau des localités pour pouvoir mettre en œuvre ces compétences. Je ne dirais pas, par exemple, que l'éducation supérieure doit faire l'objet d'une décentralisation sectorielle. Ça va être difficile. Voilà. Vous voyez. Mais l'éducation primaire, bien sûr. Secondaire? Secondaire à un certain niveau. Parce que ça, nous c'est que nous avons un seul niveau de décentralisation. Dans d'autres pays où il y a deux niveaux de décentralisation, c'est-à-dire où il y a les régions, par exemple, l'éducation secondaire se transfère au niveau des régions. Okay. Mais nous n'avons pas ça. Donc, nous, c'est plus approprié que ce soit le primaire d'abord, en tout cas, qui fasse l'objet d'une décentralisation plus approfondie. Mais que dites-vous alors des universités partout, à Parakou, à Bomé-Calavi, aussi à Porto-Novo? Ce système-là, trouvez-vous que ça permet
de rendre efficace l'enseignement supérieur. Absolument. Parce qu'auparavant, vous vous rappelez, il fallait que les gens descendent du nord pour pouvoir... pour Abomey-Calavi, il faut chercher un appartement, il faut chercher de quoi se nourrir, etc. Là, ils peuvent rester à Parakou, c'est plus proche. Et donc, ça réduit déjà le coût aux parents, aux familles. Et en plus, en termes de l'éducation même de l'enfant, de l'étudiant, ça lui réduit le coût parce que c'est plus faisable de rester auprès de chez toi et d'étudier à cet âge-là que de venir jusqu'à Cotonou où tu dois être en train de penser à autre chose au lieu des études. Déjà, est-ce que je vais rester avec 4 personnes, 5 personnes, dans quel appartement, tout ça. Donc, je pense que, et aussi, je pense pour que c'est-à-dire, c'est une déconcentration. Voilà. N'est-ce pas, du système éducatif supérieur. Et là, c'est une bonne chose. Les populations qui n'étaient pas, en fait, dont le budget ne permettait pas, c'est-à-dire si une augmentation de 5, 10, 15 000 seulement pouvait les amener à ne pas envoyer l'enfant à l'université. Et là, vous êtes en train de leur réduire le coût. Et là, l'éducation sera sur une étendue beaucoup plus grande. Alors, si la décentralisation sectorielle se fait au niveau de l'enseignement primaire, par exemple, quel doit être le regard de l'État central? Voilà. Donc, l'expérience ailleurs prouve que l'État central continuerait à faire le suivi, n'est-ce pas, de la mise en œuvre de cette politique à travers ses services déconcentrés. Donc, les services déconcentrés de l'État, en fait, se mettent à la disposition, n'est-ce pas, du maire. Parce que le maire, l'ordonnateur de crédit déjà. Le maire, donc, devient l'ordonnateur de crédit au niveau de l'éducation primaire. Le maire, disons, serait en train de gérer l'éducation primaire. Alors, les services déconcentrés de l'État, donc les services départementaux, etc., se mettent donc à la disposition et sont les conseillers techniques du maire en matière de l'éducation, en matière de ce secteur-là. Ça fait un. Les services déconcentrés des finances aussi doivent, comme ils le font déjà à travers la tutelle, suivre donc l'utilisation des ressources sectorielles. Ce n'est pas parce que les ressources sont décentralisées qu'elles sortent du champ d'audit de l'État. Okay. Donc, l'État a toujours et garde toujours un droit de regard. Donc, il doit y avoir des instruments, des outils de suivi technique et financier qui doivent s'appliquer au niveau local et qui donc serviront à ramener les informations, n'est-ce pas, au niveau central. Et ça aussi sert aussi à la planification donc dans le secteur. Parce qu'il faut un système de planification qui servirait à pouvoir allouer les ressources, n'est-ce pas, selon des critères bien déterminés. Oui, bien, mais puisque vous faites référence à d'autres expériences d'autres pays, alors, qu'est-ce qu'ils ont pu faire dans le domaine de l'agriculture, vu que, encore qu'ici, ce sont les privés qui détiennent les terres, comment ils ont pu s'arranger? Bon, et il est vrai, pour l'agriculture, c'est un peu plus délicat à cause du problème foncier. Oui. Et ce problème est le même partout. Donc, l'agriculture, souvent, ce que j'ai vu, par exemple, en Ouganda, c'est que l'État, en fait, a dédié donc un certain pourcentage, n'est-ce pas, du budget de l'agriculture à être géré au niveau local. OK. Et donc, il y a le cadrage qui est donné à partir du ministère des Finances. Et donc, ce n'est pas tout le secteur de l'agriculture nécessairement. Par exemple, les grandes étendues qui sont exploitées, qui sont gérées au niveau local. Mais le but, c'était de permettre aux collectivités de susciter,
n'est-ce pas, l'agro-business, la petite entreprise dans l'agriculture au niveau de leur localité. Et ça a réussi. Voilà. Alors, M. Bokor, nous avons fait déjà 2 mandats au niveau de la décentralisation. Est-ce que selon vous, les attentes ont été comblées? Je dirais que, parce qu'on avait commencé même par cette question, que pour le moment, que nous avons encore du travail à faire. Et donc, disons que le pays est en train d'apprendre en faisant le chemin. Les 2 mandats ont servi à déceler certaines failles dont on a parlé dans cette série au niveau de la mobilisation des ressources. Et je pense qu'avec la 3e mandature, on espère qu'avec des analyses que nous sommes en train de faire, avec d'autres études, d'autres apports, que maintenant les élus locaux doivent prendre conscience de leurs obligations. Le problème, à mon niveau, aujourd'hui, et ça vient des expériences que moi-même j'ai eues sur le terrain, c'est que on voit que parfois les élus semblent fuir leurs propres responsabilités parfois. Ou bien sont plus concernés, comme nous l'avons dit plusieurs fois, par la politique politicienne que par les efforts de développement qui doivent être déployés au niveau local. Donc j'espère que ça va changer et qu'une prise de conscience de la nécessité de se mettre au service des populations à la base va se manifester à partir de la 3e mandature. Alors M. Bokor, on ne va pas vous laisser sans demander que vous donnez vos contacts à nos téléspectateurs. D'accord. Donc, mon contact téléphonique, c'est le 94 93 25 35. Et je suis donc au niveau de l'ADRC à Sainte-Rita. À Sainte-Rita, donc 94 93 25 35. Merci. Alors, M. Bokor, merci beaucoup pour cette série d'informations que nous avons reçues par rapport à la mobilisation des ressources. J'espère quand même que les maires, les conseillers ont pris note et que désormais, ils pourront s'améliorer pour que nos collectivités locales se développent réellement. Merci beaucoup.